Le 24 décembre, la maison était pleine. 22 personnes autour de ma table. Lumière, bougies, odeur de dinde et de compote chaude. Quand j'ai tendu la boîte à Matvey, mon cœur battait fort. À l'intérieur, les montres de mon grand-père. Notre histoire. Notre travail. Notre nom. Il a lu mon mot. Ses yeux se sont embués. Puis Valéria a dit « Je peux voir ?» Elle les a prises entre deux doigts. Elle a plissé le nez. 1952. Donc, c'est ancien. Un silence lourd est tombé. Franchement, ça fait vieux. C'est ça, le cadeau ? Je n'ai pas répondu. J'ai regardé mon fils. Il a baissé les yeux. Et sans colère, sans accident, sans hésitation. Elle a ouvert la main. Les montres sont tombées sur le parquet. Le bruit du métal. Puis le verre qui se fissure. Personne ne bougeait. Moi non plus. Ce n'est pas le choc qui m'a brisé. C'est le silence de mon fils. Et dans cette seconde-là, quelque chose en moi s'est refermé. Le bruit des montres n'avait pas encore fini de résonner sur le parquet que le silence s'est installé. Un silence épais. Lord. Presque visible. Personne ne parlait. On entendait seulement le crépitement discret des bougies et la respiration des invités qui ne savaient plus où poser les yeux. Et puis, un rire. Sec. Aigu. Celui de Galina. Elle a porté sa main à sa bouche, comme si elle voulait se retenir, mais non, elle riait vraiment. Oh, enfin, il ne faut pas dramatiser pour si peu, a-t-elle lancé. Pour si peu. Je me souviens de ces mots plus que du bruit du verre brisé. Elle a regardé autour d'elle, cherchant l'approbation. Ce ne sont que de vieilles montres. On peut acheter quelque chose de moderne, non ? Un vrai cadeau. Un vrai cadeau. Autour de la table, les regards fuyaient. Ma sœur serrait sa serviette entre ses doigts. Quelqu'un a toussé. Personne n'osait intervenir. La pause s'est étirée. Longue. Incomfortable. Presque cruelle. Je sentais les regards sur moi. Ils attendaient une réaction. Des larmes. Une colère. Un scandale. Mais ce qui m'a frappé, ce n'était pas le rire de Galina. C'était le vide. 22 personnes à ma table. Et pas une seule voix pour dire « ça suffit ». Sauf que le plus douloureux, ce n'était toujours pas elle. C'était Matvey. Il était là, à côté d'elle. Et il ne disait rien. Et dans ce silence collectif, j'ai compris que l'humiliation n'a pas besoin de cris. Elle a juste besoin que tout le monde regarde et se taise. Je n'ai presque pas entendu la fin du rire de Galina. Parce que je regardais mon fils. Thomas était assis à ma droite. Les épaules légèrement voûtées. Les yeux fixés sur la table. Ses doigts jouaient avec sa serviette, comme quand il était enfant et qu'il se sentait mal à l'aise. Il avait tout vu. Il avait tout entendu. Les mots. Le mépris. Le bruit des montres sur le sol. Il savait ce que ces montres représentaient. Il avait grandi avec cette histoire. Il connaissait la gravure. Il connaissait le nom de son arrière-grand-père. Et pourtant, il ne disait rien. Pas un « Valéria, arrête ». Pas un « Maman, pardon ». Pas même un regard pour me soutenir. Rien. Je crois que si elle m'avait crié dessus, j'aurais encaissé. Si elle m'avait insulté, j'aurais trouvé la force de rester droite. Mais son silence, celui de mon propre fils. Ça m'a traversé. C'était comme s'il choisissait de ne pas choisir. Comme s'il préférait rester immobile plutôt que de me défendre. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose se détacher en moi. Pas de colère. Pas encore. Juste une clarté froide. Je n'étais plus blessée par une belle fille. J'étais blessée par un homme que j'avais élevé. Et c'est à cet instant précis que j'ai compris. Ce n'est pas le bruit du verre brisé qui m'a fait mal. C'est le silence de Thomas. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas levée brusquement. Je n'ai accusé personne. Je me suis simplement levée lentement de ma chaise. Le parquet était froid sous mes genoux quand je me suis penchée. Les éclats de verre brillaient sous la lumière des guirlandes. Les montres étaient là, face contre sol, comme abandonnées. Pendant une seconde, j'ai fermé les yeux. Puis je les ai prises dans ma main.
Elles étaient plus lourdes que d'habitude. Ou peut-être que c'était moi qui avais changé. J'ai essuyé doucement le boîtier avec ma serviette. Un geste simple, calme, presque maternel, comme si je consolais quelque chose de blessé. Je n'ai regardé personne, Ni Valeria. ni sa mère, ni les invités. Je me suis relevée, droite. J'ai ouvert mon sac posé sur la chaise derrière moi. Et sans un mot, j'ai glissé les montres à l'intérieur. Le silence autour de la table était devenu oppressant. On attendait une explosion. Une scène. Des larmes. Mais je n'ai rien offert de tout ça. Je me suis rassise. Le dos bien droit. Parce qu'à cet instant, je ne protégeais plus seulement un objet. Je prodgeais ma dignit. Et quand une femme comme moi choisit le silence, ce n'est pas une faiblesse. C'est le début de quelque chose. Je me suis rassise. J'ai senti le poids des montres dans mon sac. Et pour la première fois de la soirée, je ne tremblais plus. J'ai pris mon téléphone. Personne ne parlait. On entendait seulement les respirations retenues. Valeria me regardait avec ce petit sourire sûr d'elle, persuadée d'avoir gagné quelque chose. J'ai composé un numéro que je connaissais par cœur. Bonsoir, Monsieur Salazar. Pardonnez-moi pour l'heure. Oui, c'est moi. Ma voix était stable. Presque douce. J'aurais besoin que vous récupériez le véhicule. BMW Série 5, immatriculation A12377. Oui, celui qui est stationné chez moi. Une pause. Ce soir. Maintenant. Autour de la table, les visages ont changé. Valeria a cessé de sourire. Comment ça, récupérer? A-t-elle murmuré. Je ne l'ai même pas regardé. Oui, je confirme. Les papiers sont à mon nom. Merci. Je vous attends. J'ai raccroché lentement. Puis j'ai reposé le téléphone sur la table, à côté de mon assiette encore pleine. Le silence était devenu lourd, presque irréel. Valeria Ablemi. Ce n'est pas sérieux. Vous plaisantez? Je l'ai enfin regardé. Pas avec colère. Pas avec haine. Juste avec une clarté tranquille. Non, Maker. Je ne plaisante pas. Et dehors, au loin, j'ai presque cru entendre le moteur d'un camion démarrer. Ce soir-là, quelqu'un avait jeté mon passé sur le sol. Moi, je venais de récupérer mon présent. Je n'ai pas laissé le silence se dissoudre. J'ai repris mon téléphone. Mes mains étaient calmes. Etonement Calms. J'ai composé un deuxième numéro. Bonsoir, Igor. Désolé pour l'heure. Oui, c'est important. Thomas a levé les yeux, enfin. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. À partir de maintenant, je veux que vous retiriez tous les accès de Thomas au compte de l'entreprise. Les cartes professionnelles. Les droits de signature. L'accès en ligne. Oui, immédiatement. Un blanc. Non, ce n'est pas une erreur. Je sentais les regards brûler ma peau, mais je restais droite. Merci. Envoyez-moi la confirmation par mail. J'ai raccroché. Valeria s'est levée brusquement. Vous êtes devenue folle? Je l'ai ignoré. Troisième numéro. Service bancaire, bonsoir. Je souhaite fermer 2 cartes rattachées à mon compte principal. Oui, celle qui se termine par 4156 et 8923. Thomas s'est levé à son tour. Maman, arrête, on peut parler. J'ai continué, sans hausser la voix. Non, pas suspension. Fermeture définitive. Oui, je confirme mon identité. Valeria pâlissait à vue d'œil. Vous n'avez pas le droit. Je l'ai regardé une seconde. Si. J'en ai le droit. J'ai validé l'opération. Le message de confirmation est arrivé presque immédiatement. Click. C'était fait. Dans la pièce, plus personne ne respirait normalement. Je me suis levée lentement. Vous avez eu 38 secondes, Thomas. Il m'a regardé, perdu. 38 secondes pour dire quelque chose. Pour protéger ce qui vous a construit. Ma voix n'était pas forte. Mais elle ne tremblait pas. À partir de ce soir, chacun assume ses choix. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus peur des conséquences. Ces montres n'étaient pas un objet.
Elles étaient notre histoire. Mon grand-père les a reçues en 1952, le jour où il a ouvert son premier entrepôt. Il n'avait rien, à part 2 mains solides et une volonté qui ne pliait pas. Il travaillait du matin au soir, parfois sans chauffage, parfois sans certitude de vendre quoi que ce soit. Il portait ses montres tous les jours. Elles ont vu ses réussites, ses dettes, ses nuits blanches, ses décisions difficiles. Quand il est mort, il me les a laissées. Le travail donne la dignité, pas l'argent, m'a-t-il dit. Je les ai gardées dans un coffre pendant des années. Pas parce qu'elles avaient une grande valeur marchande, mais parce qu'elles portaient les traces de nos efforts. Les rayures sur le boîtier, ce n'était pas de l'usure. C'était la preuve qu'on s'était battu pour construire quelque chose de réel. Après la mort de mon mari, quand je me suis retrouvée seule avec mon fils et des dettes jusqu'au plafond, je les sortais parfois le soir. Je les ouvrais. Je lisais la gravure à l'intérieur. C'était mon rappel. On ne se plaint pas. On avance. On travail. Alors oui, elles étaient anciennes. Mais elles représentaient des décennies de sacrifices, de loyauté, de courage silencieux. Quand Valéria les a appelées « vieilles », elle ne parlait pas d'un objet. Elle parlait de tout ce que nous avions construit. Et elle ne comprenait pas une chose essentielle. On peut acheter du luxe. On ne peut pas acheter une histoire. Mon grand-père s'appelait Nestor. Il ne parlait pas beaucoup. Mais quand il parlait, on écoutait. En 1952, il a ouvert un petit magasin de matériaux. Pas une grande enseigne, pas une vitrine brillante. Un local simple, avec des étagères en bois qu'il avait fabriquées lui-même. L'odeur de sueur et d'huile moteur faisait partie du décor. Il n'avait pas de capital. Seulement du courage. Il se levait avant l'aube. Il chargeait les sacs de ciment lui-même. Il connaissait chaque client par son prénom. Il prêtait parfois à ceux qui n'avaient pas encore les moyens de payer. Le jour de l'ouverture, son père lui a offert ses montres. Pas comme un bijou, comme un symbole. À l'intérieur, une petite gravure. Le courage, c'est avancer quand les autres abandonnent. Mon grand-père les a portées jusqu'à la fin de sa vie. Le verre s'est rayé, le métal s'est usé, mais il ne les a jamais remplacés. Il disait que les marques étaient le reflet du travail honnête. Quand j'avais 17 ans, il me les a données. Tu as la tête pour les chiffres, Lisa. Garde le magasin vivant. Mais surtout, garde ta dignité. La dignité. Ce mot ne signifiait pas richesse. Il signifiait se tenir droite. Ne pas mendier. Ne pas mentir. Ne pas se vendre. Ces montres, ce n'était pas une relique poussiéreuse. C'était un rappel constant. Nous n'avons jamais pris ce qui ne nous appartenait pas. Nous avons construit, brique par brique. Et ce soir-là, quand elles ont frappé le sol, ce n'est pas seulement un objet qui est tombé. C'est ce mot, dignité, qui a été défié. Et ça, je ne pouvais pas le laisser passer. Mon mari est mort un mardi. Un jour ordinaire. Il est parti travailler le matin, comme d'habitude. Il n'est jamais revenu. Crise cardiaque. Brutal. Sans adieu. Thomas avait 14 ans. Je me suis retrouvée seule. Un adolescent, un magasin endetté, des factures empilées sur le bureau, et un silence immense dans la maison. Les fournisseurs appelaient. Les créanciers attendaient. Certains pensaient déjà que j'allais vendre. Les premiers mois, je ne dormais presque pas. Le jour, je souriais aux clients. La nuit, je faisais les comptes en essayant de comprendre comment survivre au mois suivant. Je n'étais pas chef d'entreprise. J'étais une femme qui refusait de tomber. Thomas venait après l'école. Il rangeait les étagères, comptait les vis, balayait le sol. Trop jeune pour porter tout ça, mais assez grand pour sentir que sa mère avait besoin de lui. Un soir, je me suis assise dans la réserve, entourée de cartons, incapable d'avancer. J'ai sorti les montres de mon grand-père. J'ai lu la gravure encore une fois. Avancer quand les autres abandonnent. Alors je me suis levée. J'ai renégocié les dettes. J'ai changé certains fournisseurs. J'ai travaillé 2 fois plus. Je portais les sacs moi-même quand il n'y avait plus d'argent pour payer un employé supplémentaire. Je me suis formée à la gestion, à la comptabilité, à tout ce que je ne connaissais pas. Thomas grandissait à côté de moi.
On ne parlait pas beaucoup de douleur. On parlait de travail. 3 ans plus tard, nous n'avions plus un magasin. Nous en avions 3. Pas par miracle. Par fatigue. Par persévérance. Par dignité. Chaque euro sur nos comptes avait une histoire derrière lui. Une nuit blanche. Une décision difficile. Une peur surmontée. Alors quand on me dit que de vieilles montres ne valent rien, je repense à tout ce que j'ai traversé pour que mon fils ne manque de rien. Je n'ai jamais été riche par hasard. J'ai construit. Avec lui. Et c'est pour ça que son silence, ce soir-là, faisait encore plus mal. Parce qu'il connaissait cette histoire. Il l'avait vécue avec moi. J'ai rencontré Valeria lors d'un salon professionnel. Thomas avait 33 ans. Elle en avait 29. Grande, elegante, parfaitement coiffée. Le sourire précis. Le regard assuré. Elle s'est présentée comme consultante en images pour les entreprises familiales. Sa carte de visite était épaisse, brillante, impeccable. Elle parlait vite, bien, avec des mots modernes que je ne maîtrisais pas toujours. Stratégie digitale, branding, visibilité premium. Thomas était impressionné. Moi, j'observais. Sur les réseaux, elle semblait vivre dans un autre monde. Restaurants luxueux, hôtels 5 étoiles, sacs de créateurs, voyages à répétition. Des photos toujours parfaites. Jamais un pli, jamais une fatigue. 180 000 abonnés. Une vie lisse. Trop lisse. Elle appelait ça « inspirer les gens ». Moi, j'y voyais une vitrine. Les premières semaines, elle a été irréprochable. Polly. Attentive. Elle m'appelait Madame Mikhailova, avec un respect presque théâtral. Elle complimentait ma cuisine. Elle disait admirer mon parcours. Thomas la regardait comme si elle était une évidence. Et peut-être que c'est ce qui m'a inquiété le plus. Parce que j'ai appris une chose dans les affaires. Quand tout paraît parfait dès le début, il faut regarder derrière le décor. Et derrière son sourire, je sentais quelque chose. Pas encore une preuve. Juste une intuition. Comme une lumière trop forte qui cache les fissures. Au début, je me suis dit que c'était moi. Peut-être que je devenais méfiante avec l'âge. Peut-être que je voyais le mal partout. Mais quelque chose ne collait pas. Valeria parlait d'argent comme si c'était naturel. Elle disait gagner très bien sa vie grâce aux réseaux sociaux. Collaborations, partneriats, sponsoring. Des mots modernes, brillants. Pourtant, quand je posais des questions simples, les réponses devenaient floues. Quels sont tes partenaires principaux? Oh, plusieurs marques internationales. Ça dépend des campagnes. Toujours vague. Jamais précis. Je suis allée voir son profil plus attentivement. Les photos étaient parfaites. Les hôtels luxueux. Les restaurants. Les sacs hors de prix. Mais les commentaires, étranges. Beaucoup de comptes sans photos. Peu d'échanges réels. Peu de marques qui la mentionnaient officiellement. Un chiffre impressionnant. Mais peu de traces concrètes. J'ai demandé discrètement à ma nièce, qui travaille dans le marketing digital. Elle a regardé le profil 10 minutes. Tati, il y a des pics d'abonnés artificiels. Ça ressemble à des achats de followers. Et les marques qu'elle affiche ne la citent nulle part. Mon estomac s'est serré. Je n'avais pas de preuve d'un mensonge direct. Mais j'avais une impression nette, la légende était plus solide que la réalité. Et puis il y avait son train de vie. Appartement cher. Vêtements de luxe. Voyages fréquents. Mais aucune base stable. Aucun projet concret. Aucun contrat visible. Trop d'images. Pas assez de fonds. Et moi, j'ai toujours appris à reconnaître la différence entre une façade et une fondation. Ce soir-là, pour la première fois, je me suis demandé: est-ce qu'elle aime mon fils? Ou est-ce qu'elle aime ce qu'il représente? Je lui ai parlé un soir. Sans colère. Sans accusation. Juste une mère qui essaie de comprendre. Thomas était assis en face de moi, dans la cuisine. La même cuisine où nous avions fait des comptes pendant des années. Je lui ai servi du thé, comme avant. Mon fils, prends ton temps avec elle, ai-je dit doucement. Tu la connais depuis peu. Il a soupiré immédiatement. Maman, encore? Ce ton, déjà défensif.
Je ne dis pas qu'elle est mauvaise. Je dis juste que tout va très vite. Il a posé sa tasse plus fort que nécessaire. Tu fais toujours ça. Faire quoi? Chercher un problème là où il n'y en a pas. Personne ne te convient jamais. La phrase m'a coupé le souffle. Ce n'est pas vrai, Thomas. Si. Laura n'était pas assez ambitieuse. Camille trop discrète. Maintenant Valéria est trop parfaite. C'est quoi le vrai problème? Je le regardais. Il ne me voyait plus comme une alliée. Il me voyait comme un obstacle. Je veux juste être sûre qu'elle est avec toi pour les bonnes raisons. Et tu te bases sur quoi? Sur ton intuition? Il s'est levé. J'ai 33 ans. Je ne suis plus un enfant. Ces mots ont fait plus mal que tout le reste. Je n'essayais pas de le garder petit. J'essayais de le protéger. Mais lui entendait contrôle. Je suis heureux, maman. Pourquoi tu ne peux pas juste être heureuse pour moi? Je me suis tue. Parce que je voyais que si je continuais, je le perdais davantage. Il a pris sa veste. Laisse-moi vivre. La porte s'est refermée. Et ce n'était pas seulement une porte. C'était une distance nouvelle entre nous. Ce soir-là, j'ai compris que Valéria n'avait pas seulement pris une place dans sa vie. Elle avait commencé à prendre la mienne. La question du mariage est arrivée très vite. Trop vite. Un samedi matin, Valéria est venue chez moi avec un dossier épais, brillant, parfaitement organisé. Elle l'a posé sur ma table comme on présente un projet à un investisseur. On voudrait quelque chose d'élégant, de raffiné, à la hauteur de l'image de Thomas. À la hauteur de l'image. Elle a ouvert les brochures. Un domaine près de Paris, des jardins à la française, lustre en cristal, traiteur gastronomique, décoration sur mesure. C'était magnifique. Et exorbitant. Le forfait complet est à 8,5 millions, a-t-elle dit calmement, comme si elle parlait du prix d'un dîner. Je l'ai regardé. C'est beaucoup. Elle a souri. C'est un mariage. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. Et vous avez 3 magasins prospères. Vous pouvez vous le permettre. Ce n'était pas une demande. C'était une conclusion. Je me suis tournée vers Thomas. Vous en avez parlé ensemble? Oui, maman. On veut quelque chose de mémorable. Je voyais dans ses yeux le désir de lui faire plaisir. Valéria a ajouté doucement. Les photos circuleront beaucoup. Il faut que ça reflète votre réussite familiale. Là, j'ai compris. Ce n'était pas seulement un mariage. C'était une vitrine. Un décor pour les réseaux. Je me suis sentie coincée dans ma propre cuisine. Si je refusais, je devenais la mère avare qui brise le rêve de son fils. Si j'acceptais, je finançais une mise en scène. J'ai dit oui. Pas par conviction. Par amour. Mais ce jour-là, pour la première fois, j'ai eu la sensation étrange que je ne payais pas une fête. Je payais un statut. Après la lune de miel, je pensais qu'il chercherait un appartement. Thomas avait un bon salaire. Il parlait d'indépendance. De projet. Un soir, ils sont arrivés avec 2 valises. Maman, on pourrait rester ici quelques mois? Le temps de trouver quelque chose de vraiment bien. Quelques mois. Valéria a ajouté avec un sourire léger. Le marché est compliqué en ce moment. On ne veut pas se précipiter. J'ai regardé mon fils. Je ne pouvais pas dire non. Bien sûr. Cette maison est aussi la tienne. Les premières semaines se sont bien passées. Ils occupaient la chambre d'amis. Je leur laissais de l'espace. Je faisais attention à ne pas m'imposer. Puis les mois ont passé. 3. 6. 1 an. Toujours la même phrase. On cherche encore. Mais je ne voyais aucune visite. Aucun dossier. Aucun projet concret. Les valises ont été remplacées par des armoires pleines. La salle de bain d'amis est devenue la leur. Le salon a changé de disposition. Un jour, je suis rentrée du travail et la photo de mon mariage n'était plus au mur. Ça faisait trop, ancien, a dit Valéria. On a modernisé un peu. On a. Je me suis entendue répondre calmement. Cette maison n'est pas un hôtel. Mais au fond de moi, je sentais déjà la vérité. Ce n'était plus quelques mois. C'était une installation. Et peu à peu, je n'étais plus la propriétaire. J'étais la personne qui s'adaptait.
Au début, c'était subtil. Des petits changements. Des détails. Les coussins remplacés. Les rideaux changés. La vaisseille déplacée. On me disait que c'était plus moderne. Que ça donnerait une meilleure énergie. Je me disais que ce n'était que du tissu. Du décor. Puis c'est devenu autre chose. Un dimanche, j'ai ouvert les réseaux sociaux de Valéria. Elle avait publié des photos d'un dîner en famille. On voyait Thomas, sa mère, des amis. Ma table. Mon salon. Mes bougies. Mais pas moi. Sur aucune image. La légende di Site. Moment parfait avec la famille. Je regardais l'écran, incrédule. J'étais dans la maison. J'avais cuisiné. J'avais servi. Mais j'étais absente. Les semaines suivantes, c'est devenu une habitude. Des anniversaires, des soirées, des brunchs. Toujours le même mot, famille. Toujours les mêmes visages. Jamais le mien. Dans la maison aussi, je sentais le déplacement. Les décisions se prenaient sans moi. Les invités étaient conviés sans me prévenir. La cuisine, autrefois mon territoire, devenait un espace partagé, puis presque contrôlé. On préfère manger plus léger le soir. Il faudrait éviter les plats trop traditionnels. On pourrait faire moins de bruit le matin. Toujours dit poliment. Toujours présenté comme raisonnable. Et Thomas suivait. Il ne me manquait pas de respect ouvertement. Il me laissait simplement glisser hors du cadre. Un jour, j'ai entendu Valéria dire au téléphone. Oui, on est chez nous. Chez nous. Et c'est là que j'ai compris. On ne m'avait pas mise dehors. On m'avait effacée. Un soir, j'ai ouvert les relevés. Ce n'était pas de la curiosité. C'était une habitude professionnelle. Depuis toujours, je vérifiais les comptes de l'entreprise. Chaque ligne. Chaque dépense. Pas par méfiance, par rigueur. Et là, quelque chose m'a arrêté. Des restaurants de luxe. Des boutiques à Barvik. Des bijouteries. Montants et leaves. Très élevées. Au début, je me suis dit, peut-être un rendez-vous client. Une négociation. Un investissement stratégique. Mais les dates revenaient trop souvent. Et les noms des établissements ne correspondaient à aucun partenaire. Puis j'ai vu la ligne qui m'a glacé. Bracelet, 1,2 million. Payé avec la carte professionnelle. J'ai senti mon cœur ralentir. Ce n'était plus un doute. C'était un schéma. J'ai continué à descendre la liste. Hôtel. Voyage. Achat de vêtements. Restaurants repetes. Tout avec la carte de l'entreprise. La carte que Thomas utilisait. Le lendemain, je lui ai montré les relevés. Tu peux m'expliquer ? Il a évité mon regard. Ce sont des dépenses personnelles. Pour Valéria. On est mariés, maman. Avec l'argent de la société, il a haussé les épaules. On est une famille. Ce qui est à moi est à elle. Je l'ai regardé longtemps. Ce n'est pas ton argent, Thomas. C'est celui de l'entreprise. Celui que ton père et moi avons construit. À ce moment-là, Valéria est entrée dans la pièce. Il y a un problème ? Elle a vu les papiers sur la table. Elle a compris immédiatement. Vous contrôlez encore tout ? Sa voix était douce, mais tranchante. Je protège ce qui m'appartient. Elle a souri. Vous ne supportez pas que votre fils vive comme il le mérite. Ce n'était pas une discussion financière. C'était un basculement. Je venais de voir noir sur blanc ce que je refusais d'admettre. On ne me demandait pas. On prenate. Quand Thomas a vu que je ne reculais pas, il a commencé à hésiter. Et c'est à ce moment-là que Valéria a changé de stratégie. Son regard s'est assombri une seconde, puis ses yeux se sont remplis de larmes. Instantainment. Je n'en peux plus, a-t-elle murmuré. Sa voix s'est brisée avec une précision presque théâtrale. Je fais tout pour m'intégrer dans cette famille, et on me traite comme une profiteuse. Thomas s'est tourné vers elle immédiatement. Calme-toi. Elle a secoué la tête. Non. Ta mère ne m'a jamais accepté. Jamais. Elle me surveille, elle me juge, elle cherche la moindre faute. Je la regardais.
Aucune larme ne tombait vraiment. Mais l'émotion était parfaitement jouée. Ce n'est pas une question d'acceptation, ai-je dit calmement. C'est une question d'argent de l'entreprise. Voilà. Toujours l'argent. S'est-elle écriée. Vous pensez que je suis là pour ça? Thomas m'a lancé un regard lourd. Maman, tu vas trop loin. C'était exactement ce qu'elle voulait. Elle a baissé les yeux, essuyé une larme invisible. Je l'aime, je n'ai jamais demandé tout ça. Si tu veux que je parte, dis-le clairement. Ce renversement était violent. En quelques secondes, je n'étais plus la femme qui protège son travail. J'étais devenue la belle-mère froide, obsédée par le contrôle. Et Thomas la consolait. Je n'ai pas élevé la voix. Je me suis contentée de regarder la scène se dérouler. Ce jour-là, j'ai compris que je ne me battais plus contre des dépenses. Je me battais contre une narration. Et dans cette histoire-là, on essayait de me donner le mauvais rôle. Après cette scène, je n'ai plus discuté. Je n'ai plus argumenté. Je n'ai plus essayé de convaincre. J'ai commencé à observer. En silence. Chaque relevé bancaire, chaque facture, chaque transfert. J'ai imprimé les dépenses. Classées par date. Par montant. Par catégorie. Restaurants. Bijoux. Voyages. Payments fractions. Retraits in habituals. Je n'ai accusé personne. Je compilai. 10 000. Cent mil. 1 million. Les chiffres s'additionnaient avec une froideur implacable. Un soir, j'ai ouvert un dossier sur mon bureau et j'ai tout rangé dedans. Pas dans un accès de colère. Pas pour faire scandale. Pour être prête. Pendant des années, j'avais sauvé. Sauvé le magasin quand mon mari est mort. Sauvé les fournisseurs. Sauvé Thomas de ses erreurs de jeunesse. Sauvé la paix à la maison en me taisant. Mais je commençais à comprendre quelque chose de plus dur. À force de sauver, on encourage parfois les gens à tomber. Je ne voulais plus être le filet de sécurité invisible. Je voulais que chacun assume. Alors j'ai cessé de corriger discrètement les découverts. Cessé de couvrir les excès. Cessé de combler les trous sans rien dire. Je ne faisais pas de scène. Je retirais simplement ma main. Et c'est étrange, mais c'est à ce moment-là que j'ai retrouvé un peu de calme. Parce que je ne cherchais plus à réparer ce que d'autres cassaient. Je me préparais à mettre des limites. Et cette fois, elles ne seraient pas négociables. 3 semaines avant le réveillon, je suis rentrée plus tôt que prévu. La maison était calme. Je pensais que personne n'était là. En passant près du salon, j'ai entendu la voix de Valéria. Elle ne m'avait pas vue. Elle parlait au téléphone, détendue. Riante. Oui, bien sûr que ça va marcher. Thomas fait tout ce que je lui dis. Je me suis arrêtée. Instinctivement. Sa mère? Elle finira par céder. Elle ne va jamais laisser son fils sans rien. C'est son point faible. Un petit rire. Encore un peu de patience, et tout sera à nous. Tout sera à nous. La phrase est restée suspendue dans l'air. Je ne suis pas entrée dans la pièce. Je ne l'ai pas interrompue. Je suis restée immobile dans le couloir, le cœur étonnamment calme. Ce n'était pas une colère que je ressentais. C'était une confirmation. Elle ne parlait pas d'un foyer. Elle ne parlait pas d'amour. Elle parlait d'un plan. Je suis montée dans ma chambre sans bruit. Ce soir-là, j'ai pris mon téléphone. Pas pour faire un scandale. Pas pour l'affronter. Pour enregistrer. La fois suivante, quand elle a recommencé ce genre de conversation, j'étais prête. Et quand j'ai entendu, clairement, distinctement. Hériter, c'est simple. Il hérite, donc j'hérite. J'ai appuyé sur « sauvegarder ». Parce qu'à partir de ce moment-là, je ne me fiais plus à mon intuition. J'avais des mots. Ces mots. Le soir du réveillon, quand tout a explosé, je ne parlais plus seulement avec des émotions. Je parlais avec des chiffres. Je suis allée chercher la chemise cartonnée que je gardais dans le buffet. Elle était épaisse. Lured. Je l'ai posée sur la table, devant Thomas. Regard. Il l'a ouverte lentement. À l'intérieur, tout était classé. La salle du mariage, 8,5 millions. Le traiteur. La décoration. Les photos,
premium. Les voyages de noces. Les week-ends de luxe. Les restaurants répétés. Puis les bijoux. Bracelet, 1,200,000. Colliers. Monteurs. Saks. Ensuite la voiture. La BMW série 5. A Compt. Leasing. Assurance. Entretien. Chaque page portait une date. Un montant. Une preuve. Je n'ai pas élevé la voix. 17 millions en 3 ans. Thomas tournait les pages, de plus en plus pâle. Valéria, elle, tentait encore. Ce sont des dépenses normales, on est mariés. Je les regardais. Normals. Avec l'argent de l'entreprise? Avec le travail de 30 ans? La pièce était silencieuse. Ce n'était plus une accusation abstraite. C'était noir sur blanc. Je n'avais rien exagéré. Je n'avais rien inventé. Je n'avais fait que compter. Et à cet instant, pour la première fois, Thomas ne regardait plus sa femme. Il regardait les chiffres. Et les chiffres, eux, ne pleurent pas. Thomas ne parlait plus. Il tenait la chemise ouverte devant lui, les pages tremblaient légèrement entre ses doigts. Il ne tournait plus les feuilles pour chercher une explication. Il relisait les mêmes lignes, comme si les chiffres pouvaient soudain changer. 17 millions, a-t-il répété, presque inaudible. Ce n'était pas une question. C'était un choc. Valéria parlait encore. Elle expliquait. Elle minimisait. On partageait tout, tu étais d'accord, tu voulais me faire plaisir. Mais Thomas ne l'écoutait plus vraiment. Je l'ai vu. Ce moment précis où quelque chose se fissure dans un regard. Il ne regardait plus sa femme comme avant. Il ne me regardait plus comme l'ennemi. Il regardait le vide entre les deux. Je n'ai pas répondu. Parce que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de réalité. Tu m'as dit que tout était sous contrôle, a-t-il dit à Valéria. Que c'était gérable. Elle a haussé la voix. Parce que ça l'était. Ta mère dramatise. Mais il secouait déjà la tête. Non, ce n'est pas elle. Il a fermé la chemise doucement. Pas violemment. Pas dans la colère. Dans la lucidité. J'ai fermé les yeux, a-t-il dit. Parce que c'était plus simple. Parce que j'aimais l'image. Parce que je me sentais important. Ses épaules se sont affaissées. Et pendant ce temps, je trahissais tout ce qu'on a construit. Il ne pleurait pas encore. Mais l'illusion, elle, venait de mourir. Et quand une illusion tombe, elle ne fait pas de bruit. Elle laisse juste un homme face à lui-même. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne voyais plus un fils aveuglé. Je voyais un homme qui comprenait. Le lendemain matin, la maison était étrangement calme. Valéria est descendue comme si rien ne s'était passé. Maquillage léger. Téléphone à la main. Cette assurance habituelle. Je dois passer à la boutique cet après-midi, a-t-elle dit en regardant son écran. Elle a commandé un taxi. Carte refusée. Elle a froncé les sourcils. Elle a réessayé. Refusé. C'est bizarre. Thomas buvait son café en silence. Les cartes ont été fermées, a-t-il dit sans la regarder. Elle a levé les yeux brusquement. Pardon? Tu as tout entendu hier. Elle a ri nerveusement. Très drôle. Arrêtez le spectacle. Elle a appelé sa banque. Même réponse. Son visage a changé lentement. Pas de colère immédiate. D'abord de l'incompréhension. Puis une panique contenue. Ce n'est pas possible. J'ai des réservations, des paiements. Elle a ouvert ses réseaux sociaux comme par réflexe. Les notifications s'accumulaient. Des messages. Des commentaires. Quelqu'un avait filmé l'évacuation de la BMW. Quelqu'un avait partagé la scène du restaurant quelques jours plus tôt, où une carte avait déjà été refusée. Les questions pleuvaient. Où est la voiture? Tu disais que tu vivais du luxe. C'était financé par qui? En quelques heures, l'image parfaite commençait à se fissurer. Ils mentent, ils ne savent rien, a-t-elle murmuré. Mais sa voix n'était plus assurée. Le statut qu'elle affichait reposait sur deux choses. L'argent et le regard des autres. Et soudain, les deux disparaissaient. Pas de voiture. Pas d'accès au compte.
Pas de paiements automatiques. Des abonnés qui partent. Elle était assise à ma table, dans ma maison. Sans filet. Et pour la première fois depuis que je la connaissais, je n'ai pas vu une influenceuse. J'ai vu une jeune femme qui découvrait ce que c'est que tomber sans amortisseur. Quelques jours après le réveillon, Thomas m'a surpris. Il est entré dans mon bureau sans frapper, comme quand il était adolescent. « Maman, je veux recommencer. » « Recommencer quoi ? » « Le travail. » « Vraiment. » Il a baissé les yeux une seconde. « Pas comme directeur. Pas comme le fils de. » « Je veux aller au magasin de mots. Le plus ancien. Commencer en bas. Je l'ai observé longtemps. »« Tu es sûr? » ?»« Oui. Je dois comprendre ce que j'ai oublié. » Le lundi suivant, il est parti à 6 heures du matin. Pas en costume. En tenue simple. Chaussures solides. Il a commencé à la réception des marchandises. À porter des sacs de ciment. À charger des palettes. À conseiller des clients au comptoir. Les employés le regardaient différemment au début. Méfiants. Curieux. Puis ils ont vu qu'il ne reculait pas devant la fatigue. Le soir, il rentrait épuisé. Les mains rouges. Les épaules lourdes. Valéria l'a regardé un jour et a dit : « Tu te rends compte que tu te dégrades ? » Il a répondu calmement : « Non. » Je me reconstruis. Il n'y avait plus de colère dans sa voix. Juste une décision. Il ne cherchait plus à impressionner. Il cherchait à mériter. Petit à petit, je voyais quelque chose revenir dans son regard. Une solidité. Une simplicité. Il ne parlait plus de statut. Il parlait de clients satisfaits. De stocks mieux organisés. D'un employé qu'il avait aidé à résoudre un problème. Il apprenait à nouveau ce que son grand-père m'avait appris. La valeur ne vient pas du titre. Elle vient des mains. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus besoin de le protéger. Il avançait seul. Le divorce n'a pas éclaté dans un scandale. Il est arrivé comme une fatigue. Un soir de mars, Thomas s'est assis en face de moi. On a décidé de se séparer. Sa voix était calme. Pas brisée. Pas en colère. Valéria avait déjà fait ses valises. Pas de cris. Pas de reproches. Juste cette distance froide entre deux personnes qui ont compris qu'elles ne marchaient plus dans la même direction. Elle est partie avec 2 valises. Sans voiture. Sans mise en scène. Sans public. La porte s'est refermée doucement. La maison a respiré. C'est étrange, mais on sent quand un lieu redevient lui-même. Les murs semblent plus larges. L'air plus léger. Thomas est resté. Pas comme un enfant qui revient. Comme un homme qui choisit. Les semaines suivantes, quelque chose a changé entre nous. Nous parlions moins du passé. Plus du présent. Du travail. Des décisions à venir. Un dimanche, il est rentré avec une petite boîte. « Maman, j'ai fait réparer les montres. » Il les a posées sur la table. Nouveau verre. Mechanism revise. Elles fonctionnaient parfaitement. Le tic-tac était discret, régulier. « Je les porte tous les jours, » a-t-il dit. Pour me rappeler. Je les ai prises dans ma main. Elles n'étaient plus seulement un héritage. Elles étaient devenues une leçon. Le divorce a posé des frontières claires. L'argent est redevenu ce qu'il devait être, un outil, pas un pouvoir. La maison